Hello. Hello. Je suis avec Benjamin de chez Gigamic. On commence direct la journée à PEL avec un boss de Gigamic qui va nous montrer des jeux au top. Alors on te suit. Donc là on va parler d'Acropolis, un jeu qui est sorti hier, qui est tout frais, tout fraîchement envoyé aux boutiques. Acropolis c'est donc un jeu de Jules Messot illustré par Pauline Détraz pour 2 à 4 joueurs, pour du 8 ans et plus. C'est vraiment 25 minutes de partie, c'est un jeu qui est très familial. Comment ça joue concrètement ? Ici, on a une mise en place qui est faite, on va chacun devoir concevoir sa cité. Le but du jeu, c'est de pouvoir optimiser, de marquer le plus de points de victoire possible, et j'expliquerai comment un peu plus tard. Ce jeu, ce qui est assez sympa, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement fluide. À son tour de jeu, le joueur va simplement devoir prendre une des tuiles de la rivière et le positionner dans sa cité. Pour prendre dans la rivière, il va avoir le choix de prendre soit le premier gratuitement, soit de dépenser une pierre pour prendre le deuxième, 2 pierres pour le troisième, etc. Quand il prend une tuile, il peut venir la positionner dans la cité vraiment comme il le veut. À partir du moment où il y a un point de contact, on peut le positionner horizontalement, ou comme on le voit ici sur la mise en place, ici ou là, on peut aussi monter dans les étages. D'accord ? Ce qui peut avoir sa subtilité pour marquer des points en plus. On va tourner comme ça, jusqu'à ce que toutes les tuiles soient épuisées et positionnées chez les joueurs. Et à la fin de la partie, on va pouvoir compter les points. Comment on fait pour compter les points ? C'est là où il y a tout le piment du jeu. On va avoir 5 couleurs différentes qui vont scorer de 5 manières différentes. En bleu, par exemple, c'est les quartiers d'habitation de sa cité. Pour être un peu efficace, une cité en termes d'urbanisme, il faut que les habitations soient ensemble. Donc on va prendre la plus grosse zone que l'on a d'habitation bleue, de quartier, et on va compter. Chaque tuile qui est sur le premier niveau au rez-de-chaussée vaut 1 point, donc là ça ferait 5. Chaque tuile qui est sur un deuxième niveau vaut 2 points, troisième niveau 3 points, quatrième niveau 4 points. C'est comme ça où on peut réussir à multiplier le nombre de points qu'on va marquer. Donc ici ça me ferait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qu'on viendrait multiplier par le nombre d'étoiles bleues présentes sur le plateau. Donc ici je marquerai du coup 14 points à la fin de la partie sur les habitations. On va avoir la même chose sur les marchés. Les marchés, ce sont donc les tuiles jaunes. Un marché, pour éviter qu'il y ait trop de concurrence, il faut qu'ils soient éloignés les uns des autres. Sinon, ils ne comptent pas. Ici, par exemple, ces deux-là ne compteraient pas parce qu'ils sont adjacents l'un et l'autre. Là, je pourrais marquer 1 point, 2 points, 3 points. Mais je marquerai seulement si j'ai des étoiles jaunes qui me permettent de multiplier. Sinon, ça fait x0. Donc là, je marquerai 0 points. On va avoir également les casernes en rouge. Les casernes, il faut qu'elles soient positionnées sur le bord de la cité pour pouvoir défendre par rapport aux invasions barbares l'intérieur de la cité. Sinon c'est pareil, ça ne compte pas. Et il y a toujours cette même règle de multiplicateur quand on monte dans les étages. On va voir les temples. Les temples, il faut qu'ils soient, eux, à l'intérieur de la cité, avec les dévots tout autour. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'espace libre sur les côtés. Donc ici, par exemple, je ne pourrais pas marquer de points sur celui-ci. Et nous avons enfin les parcs, sur lesquels il n'y a pas de règle de pose particulière. Donc on les pose vraiment où on veut, et on vient les multiplier. Ici, par exemple, ce parc-ci est sur le 3e étage. Ça me ferait donc 3 x 3, 9 points. Et on voit qu'on peut scorer rapidement. Voilà globalement pour une explication succincte des règles. C'est vraiment un jeu sur lequel on a eu des excellents retours là, sur les présentations au public. Voilà, je pense Qui est sorti, tu disais ? Hier. Donc hier c'était le premier. Alors sortie boutique, c'est-à-dire qu'on a commencé à l'expédier, ça va arriver en cours de semaine. La sortie officielle ce sera donc le 8 juillet. Et ben, merci beaucoup pour cette présentation. Pas de soucis. De Acropolis. Alors Benjamin, maintenant on va enchaîner avec la colline au feu follet. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, venir me chercher en prison peut-être. On a des infos croustillantes. Bonjour Alain. Alors la colline de feu follet, c'est un jeu qui vient de gagner le Kinderspiel en Allemagne sous le nom de Zauberberg, parce que c'est un jeu de l'éditeur Amigo nous on distribue surtout sur le marché français. Là c'est la boîte française on a retravaillé totalement pour le marché français parce que c'est pas tout à fait les mêmes goûts qu'on peut avoir en termes d'illustration et de design. Ici donc un jeu 5-9 ans qui est jouable, un jeu coopératif qui est jouable très rapidement avec une mécanique on va pouvoir faire débrouiller certaines tuiles pour essayer de faire descendre nos petits lutins au niveau du sorcier avant que les sorcières soient arrivées en bas. Comment ça joue concrètement ? On va prendre dans la petite poche au hasard une des billes de couleur. Hop, on pioche une bille, imaginons que j'ai pioché par exemple celle-ci, et je vais pouvoir la positionner en haut sur un des lutins qui est ici. Là, comme c'est la bille bleue, je vais pouvoir prendre ce lutin
et le positionner rapidement au niveau du prochain petit feu follet bleu qu'on trouve dans la piste qui descend. Hop là. Là, ça tombe bien, la bille vient retaper mon personnage, donc je vais encore pouvoir l'avancer de cette manière-là en descendant. Là, ici, donc je suis ma piste. Oh, le bleu, il est là, donc je vais pouvoir venir le positionner ici. Mais de la même manière, quand on vient taper une sorcière, il faut également descendre cette sorcière. Donc ici, cette sorcière va descendre jusque là. Et là, la bille se retrouve en bas du plateau. On va au joueur suivant qui va également piocher une bille, recommencer de la même manière, ici avec du violet. Et tant qu'il y a des lutins en haut, on est obligé de positionner forcément sur la ligne qui est vraiment tout en haut. Hop là. On va continuer comme ça jusqu'à ce que soit on ait réussi à descendre tous les lutins, soit à partir du moment où il y a 3 sorcières ici, ce serait perdu. Ok. Donc c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif. On va chacun jouer, chacun son tour, en piochant une bille, en la mettant ici en haut, en laissant débouler et en avançant les petits personnages sur la piste en descente. Est-ce que la forme de ça Oui. peut nous aider à savoir vers où la bille va aller? Alors, on peut essayer. Ça rend le jeu, en fait, a mis 4 ans à être équilibré, celui-là, parce qu'il fallait justement qu'il y ait une équiprobabilité, que la bille parte à gauche, à droite, sur chacun des axes. Donc pour avoir quelque chose de tout à fait équilibré, en réalité, il y a quand même du hasard. C'est vraiment un jeu pour enfants. Mais il y a vraiment cet aspect un petit peu régressif de billes qui descendent, où on va vite, hop, avec son lutin, essayer de le repositionner pour que la bille retape dessus et qu'on puisse le descendre un peu plus. Et donc ça sortira en septembre. Oui, enchanté. Bonjour Joseph. Bonjour. Tu rentres en jeu, ça y est? Ouais, ça y est. C'est parti. It's my turn. Parfait. Eh bien, je vais te présenter Critical Foundation. Ouais. D'accord. C'est une initiation au jeu de rôle qui va sortir en tout début septembre chez nous. Et c'est un jeu de rôle un petit peu particulier puisque déjà il va se jouer en 30 minutes. Et ça va être aussi un jeu de rôle où on va apprendre à devenir maître du jeu. D'accord. Donc c'est construit un peu comme une série télévisée. Dans la boîte, on va retrouver 9 épisodes de 30 minutes chacun qu'on va pouvoir enchaîner. On va pouvoir en jouer un ou deux ou tout. On fait un petit peu comme on veut. Et ça va nous permettre de découvrir le jeu de rôle de manière beaucoup plus simple. Donc, si tu veux que je te montre un petit peu le matériel, qu'on rentre un petit peu dans le sujet. Donc, tout est construit autour de ces épisodes qui t'indiquent en gros le matériel que tu vas devoir récupérer pour le jouer. Ensuite, tu vas voir le synopsis de ton épisode pour en un clin d'œil connaître un petit peu ce que tu vas découvrir. Et après, on va inviter en fait le maître du jeu à lire en fait les passages. Donc tu vois là, tu as une icône qui t'indique que c'est de la narration. En fait, il y a juste à lire le texte à haute voix et tout d'un coup, on va t'indiquer ici, il va falloir donner des éléments du jeu aux joueurs. Et donc du coup, en fait, il va y avoir un côté très didactique pas à pas où tu vas te laisser guider. Je vais te montrer l'intérieur. Voilà, donc à l'intérieur tu vas avoir toutes les informations. Quand il faut faire des tests, on va t'indiquer qu'est-ce que tu dois dire à tes joueurs en fonction de la réussite ou de l'échec. Donc c'est vraiment une prise en main qui est facile et tu es accompagné tout au long des épisodes. Et puis petit à petit on va te laisser de plus en plus de place pour que tu puisses improviser ou que les joueurs puissent improviser. Le gros point fort du jeu, c'est qu'on a vraiment travaillé une immersion de l'imaginaire grâce à des cartes qui sont illustrées par Pascal Kido. Et donc du coup voilà, ton personnage il se retrouve sur ces cartes qui sont recto verso les personnages. Et du coup ça te donne un petit peu plus de choix. D'accord. Et au fur et à mesure de l'aventure, ils vont venir du coup s'équiper avec différentes pièces d'équipement. J'arrive. Ouais, voilà, tu peux leur changer leur équipement. Ils peuvent récupérer des drones, des manteaux. Donc voilà, donc très visuel. Tu as quand même la possibilité d'approfondir, tu peux leur trouver, du coup on va te donner l'opportunité de choisir en fait ce qu'on appelle des historiques qui vont venir du coup apporter les compétences, leur donner, voilà, ils vont se spécialiser, tu vas pouvoir commencer un petit peu à plus rentrer dans ton personnage. Ils le sont eux-mêmes déjà. Ils le sont eux-mêmes, voilà, donc lui par exemple c'est le personnage qui a des bonus en physique. Ici on a le personnage qui va être plutôt doué pour les interactions sociales
mental. Et ici, on a le scientifique, donc lui, il est très fort en mental. Donc ça va déjà de base leur donner un peu une voix. Et après, tu vas pouvoir choisir si tu vas souhaiter, en fait, d'une certaine manière, par exemple avec le profiler, le spécialiser, ou en faire un personnage un petit peu plus polyvalent qui va avoir accès à des bonus dans d'autres caractéristiques qu'il n'a pas. Mais c'est à toi de faire le choix, c'est à toi de voir comment tu as envie de jouer ton personnage. Et la difficulté croissante? La difficulté, elle va effectivement être croissante au fur et à mesure de l'histoire, et elle est supportée par des cartes. Donc en gros, tu as un paquet qui fait plus d'une trentaine d'illustrations dans le jeu, et toutes ces cartes-là, en fait, vont venir servir le propos. Donc en gros, à chaque épisode, le maître du jeu va te montrer entre 3 et 4 cartes illustrées pour te plonger et t'immerger en fait dans l'aventure. Il y a certaines cartes où tu vas pouvoir interagir avec les cartes, et il va falloir de temps en temps les regarder ou tout simplement s'en imprégner pour pouvoir imaginer la scène, etc. et vivre ton aventure. Voilà. Et donc pour conclure ça, le maître du jeu, il y a aussi ce qu'on appelle les personnages non joueurs, qui sont ces cartes-ci. D'accord. Donc les personnages non joueurs, c'est les différents protagonistes que les joueurs vont rencontrer, qui peuvent être des ennemis, mais aussi par moments des amis, des alliés en fait. Et donc du coup, de la même manière, le maître du jeu va pouvoir les montrer aux joueurs, d'accord, et il va pouvoir même les insérer dans son écran. On va voir. Voilà. Donc en gros, si tu veux, il peut insérer du coup le protagoniste dans son écran, d'accord. Et en fait, au dos, je vais te montrer de l'autre côté en fait. Donc ça, c'est son écran. Il va avoir les règles pour pouvoir le jouer. Où il y a un système très simple en fait. Il y a un tableau de combat qui va t'indiquer quand il y a des interactions avec les joueurs. Il va tout simplement lancer son dé. Et il va comparer le résultat de son dé à son tableau. Et donc là, ça va nous indiquer l'effet pour que la prise en main soit très simple et très instinctive en fait. Et les joueurs autour de la table, ils ont aussi des les joueurs, de dés. Exactement. Les joueurs, ils ont ces D12 un peu particuliers. Donc c'est un D12, mais qui va de 0 à 3. D'accord, avec la croix qui est l'échec critique. Ok. Et donc du coup, le maître du jeu, lui, il a une table de difficulté, d'accord, qui va lui permettre de lui indiquer à peu près si l'action est simple ou elle est compliquée. Mais c'est les scénarios qui lui indiquent systématiquement la difficulté, donc il n'a pas trop à se prendre la tête. C'est très simple. Après, si lui se sent prêt et qu'il a envie d'inventer des tests, du coup il peut le faire. Et les joueurs vont devoir atteindre la difficulté. Donc plus difficile le scénario 1, c'est possible. Exactement, ouais. Exactement. Voilà. Donc tu as des porte-noms pour qu'on soit vraiment plongé dans l'aventure tout de suite. Chaque joueur a un porte-nom, il va indiquer le nom de son personnage. Comme ça, tout le monde voit le nom de chacun et ça y est, on devient le joueur qu'on incarne tout de suite. Et en fait, à la fin de ta partie, tu vas pouvoir sauvegarder ton personnage dans sa pochette pour pouvoir, si tu fais les 2 premiers épisodes, à la fin du second, tu ranges toutes les cartes, tout ce que tu as récupéré, tu le ranges dans ta pochette et ton personnage il est sauvé pour la prochaine aventure. Il garde les compétences qu'il aurait. Il va garder les compétences, vu que c'est un système de cartes en fait, qui sont très visuels, tu vas tout mettre dedans et tu auras tout pour la prochaine fois. C'est peut-être 9 épisodes, mais en fait c'est une histoire. C'est ça, il y a toute une partie, une fois qu'on a fini les 9 épisodes, on a dans les règles une partie pour t'expliquer comment maintenant inventer tes propres histoires, avec une espèce de méthodologie en fait, où on va t'inviter à construire ton histoire par l'image, un peu comme un storyboard. On va te dire, bah voilà, en fait, tu as 30 cartes illustrées. Après, si toi, tu as envie d'aller chercher d'autres cartes pour nourrir ton imagination, tu peux le faire. Mais en gros, pose-les sur la table et viens chercher, en fait, ton histoire par l'image en te disant, tiens, ça pourrait être une bonne scène d'introduction. Après, j'aimerais plutôt partir là-dessus. Et voilà, crée ton histoire par l'image, en fait. Voilà, donc tu as ces grandes cartes illustrées et après, au fur et à mesure, du coup, les joueurs vont découvrir un peu, ils vont rentrer un peu plus dans la richesse du jeu
Si tu veux, par exemple, au début, les blessures sont des cartes toutes simples de blessures, hein, des cartes blessures avec des petits textes narratifs pour te plonger un petit peu dans l'aventure. Et puis après, tu vas rencontrer des nouvelles blessures qui vont par exemple être des états enflammés, des états désorientés. Donc on va amener la richesse du jeu, mais petit à petit. Donc c'est pas vraiment que le jeu va évoluer, mais on va rentrer dans une proposition qui est de plus en plus intéressante et profonde, mais au fur et à mesure pour que ce soit simple et accessible. Génial. Voilà. Et à la fin, tu as joué à un vrai jeu de rôle avec les vraies sensations du jeu de rôle, avec beaucoup de profondeur. Mais je t'en prie. On revient avec toi pour continuer sur un jeu enfant. C'est un jeu enfant-famille, ouais. Enfant-famille. Enfant-famille, c'est quand même 7 ans et plus. 7 ans et plus, ouais. D'accord, donc on n'est pas non plus sur du jeu pour la petite enfance. C'est vraiment du jeu familial. Et là, c'est un jeu d'enquête à base de moutons et de loups. D'où le nom Arsène Lupin. Le titre complet, en fait, c'est Arsène Lupin et la note d'argent. Parce qu'il y a le loup qu'on retrouve ici, qui est un des loups présentés sur la table, qui a volé pendant le concert la note d'argent. Il faut pouvoir du coup la retrouver. Comment ça va se dérouler? Ce concert, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des moutons qui sont les musiciens et les loups qui regardent les moutons jouer. Et ces musiciens sont en cercle. En cercle, les uns derrière les autres, à la file indienne. Ce qui fait qu'un mouton ne voit que le mouton qui est devant lui. Et jamais le mouton qui est derrière lui. Du tout. Comment ça se déroule? Les moutons, ils sont un peu gourmands. Et pour les faire parler, pour avoir des informations, on va devoir leur donner des aliments qu'ils apprécient. Pour ça, on va venir les piocher comme ça, et uniquement au toucher, devoir retrouver, par exemple, si je me dis, je vais essayer de choper un concombre, il va falloir que j'essaye d'attraper un concombre dans le sachet. Alors, regarde, je vais tricher. Hop. Hop, super, j'ai réussi, tu vois, c'est incroyable. Ça, c'est la magie du direct. Quand j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que lui, je vais pouvoir lui demander un indice. Je peux décider de prendre un risque supplémentaire pour essayer de prendre un autre légume ici sur un autre mouton qui a au moins un concombre également. Donc ici, par exemple, je pourrais dire, tiens, je vais attraper soit le petit pois, soit l'aubergine pour essayer d'interroger en plus. C'est le petit côté stop ou encore, parce que si je me trompe, ça s'arrête là, c'est au jour suivant, et le loup va avancer d'une case. D'accord. Par contre, si je réussis, je pourrais en interroger deux. L'interrogation, le problème, c'est que nous, on parle pas très bien le mouton. Donc, on a un superbe traducteur à mouton qui est ici. Traducteur à mouton, en fait, on va venir positionner la carte à l'intérieur, ici, et on va pouvoir l'ouvrir. Et le mouton va nous donner... C'est un jeu très connu. Oui, ouais, tout à fait. Et ici, ce mouton va nous donner, du coup, deux informations. La première information, c'est que ça ne peut pas être le loup avec un papillon bleu, parce que moi, j'ai vu les loups avec les papillons bleus, donc on pourra les éliminer ici, sur ceux qui sont présents. Là, j'ai mis juste une sélection de cartes, mais normalement, il y a 12 cartes qui sont représentées sur la table. D'accord. Ici, on pourrait éliminer ce loup-ci. L'autre chose qu'il va nous dire, c'est devant moi, je vois le mouton avec une clarinette. C'est bien une clarinette? On va dire ça. Ou une bombarde. Donc ici, ça veut dire que on va pouvoir refermer et mettre une clarinette sur ce bouton-là et le positionner sur la table. À quoi ça sert ici? C'est que parmi tous les moutons, il y a deux moutons qui sont complices du loup et qui nous mentent. Les moutons qui nous mentent, c'est forcément les moutons qui n'auront été vus par personne. Ici, donc une fois qu'on aura réussi à avancer et à avoir tous les moutons à les repositionner en cercle sur la table, on va savoir lesquels nous mentent et lesquels il ne faut pas tenir considération de ce qu'ils nous ont dit. Si lui se retrouve bien devant lui, exactement, exactement. On sait que lui dit la vérité, et que lui a bien été vu, donc lui aussi dit la vérité, pour continuer à retourner ces éléments. Comment je crée mon cercle? Alors le cercle, c'est vraiment au fur et à mesure. Donc là, par exemple, j'ai une information, je vais mettre ce mouton-là d'abord, et puis si derrière j'arrive à piocher celui-là, à l'interroger, celui-là, je sais que lui va être devant lui. D'accord. Alors de l'autre côté,
comme ceci, avec les informations. Et on va pouvoir vraiment le monter comme ça. Ah, bah, si lui nous dit qu'il a vu celui avec le tambour, et ben celui avec le tambour, on pourra le positionner devant. À la fin, il y en restera 2 qui n'ont pas été vus. Mais dans ce cas, ces deux-là sont les complices. Il ne faut pas tenir compte des indices qu'ils nous ont donnés. Il y a vraiment ce côté enquête, ce côté un peu manipulation qui est assez chouette, sachant que les parties sont extrêmement rejouables. Je vais montrer un petit peu dévoiler l'envers du décor. Comment ça fonctionne, ce petit convertisseur traducteur à mouton? En fait, au départ, ça c'est l'affaire numéro 1. L'affaire numéro 1, voilà, c'est positionné de cette manière-là. Et tout le paquet qu'on voit là-bas sur le côté de la boîte, avec les cartes bleues et les cartes rouges, ici, sont des enquêtes différentes. On n'aura jamais 2 fois la même enquête, sachant qu'évidemment les rouges sont plus compliqués que les bleus, pour réussir à trouver le loup et les moutons complices. Combien t'as d'enquêtes? Alors Il doit y en dedans, avoir pas mal. ouais, il doit y en avoir pas mal. Je pense qu'on est sur un deck d'à peu près une trentaine de cartes. Ouais. Super. Donc, ouais, il y a une vraie rejouabilité derrière. On risque pas de retomber sur quelque chose en se disant ah bah ça je l'ai déjà vécu, c'est facile. Trop bien. Ok. Merci Benjamin. Pas de soucis. Du jeu, c'est d'arriver à vider son sac. On passe à quelque chose d'un peu énigmatique là. Oui, tout à fait. Là, on va parler des puzzles Arcana. C'est une gamme de puzzles qu'on va lancer en septembre en partenariat avec 2 personnes, avec Fanelia qui est aux illustrations. Fanelia, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. C'est l'illustratrice qui a fait le livre La Clé. Qui était un gros carton et qui a d'ailleurs gagné un grand prix du jouet la semaine dernière. Et elle a continué à utiliser sa patte pour créer un autre univers, mais là elle s'est associée avec Baptiste Derez, qui lui est celui qui a chapeauté plutôt la partie énigme. Alors comment ça marche? C'est déjà un puzzle avec une illustration, une belle illustration. Là on a 2 univers, un univers Alice au pays des merveilles et ici un univers plutôt Petit Chapeau Rouge. On a la boîte qui représente le visuel et je vais retourner la boîte pour présenter la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on aura terminé son puzzle de 1000 pièces, déjà il y aura des différences entre la boîte et ce qu'on va retrouver sur le puzzle. Les différences vont nous donner des indices et en fait il y a 7 énigmes qui sont cachées à l'intérieur. Un peu comme dans la clé, il n'y a pas de règles, d'accord? On va pas nous dire bah, chercher d'abord ça, puis ça. C'est vraiment au joueur de se débrouiller, de comprendre, de faire des liens. Par exemple, il y a peut-être une carte qui sera pliée, différents personnages qui sont reliés entre eux, des choses qui vont apparaître dans l'arbre ou dans le volume de fumée, hein, des choses comme ça. Avec le puzzle, qu'est-ce qu'il y a fourni avec? Il va y avoir une sorte d'alphabet un peu particulier qu'on retrouve ici, une carte et également un petit malus au départ. À quoi ça sert? Il y a vraiment toujours des allers-retours à faire entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a sur le puzzle pour réussir vraiment à tout comprendre. L'objectif sur celui-ci, ça va être de retrouver Alice qu'on a perdue. Où est-elle? Ah bah ça c'est, il va falloir faire le puzzle et les énigmes pour le savoir. Donc on a vraiment la même chose ensuite, même principe, sur un univers un peu différent, autour du Petit Chapeau Rouge. Magnifique. Et là on ne voit pas le loup apparaître, mais peut-être qu'en terminant son puzzle, le loup apparaîtra d'une manière ou d'une autre. Les deux c'est 1000 pièces. Les deux c'est 1000 pièces, oui. C'est top ça. Merci beaucoup madame. Pas de soucis, avec grand plaisir.